Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire, donc également à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Donc, je m'appelle Jérôme Caposiena. Donc, je suis ingénieur conseil en maîtrise de l'énergie et je serai accompagné aujourd'hui de Paul de Nusa, experte ISO 50001, membre du conseil d'administration, animatrice du club énergie de l'association France Qualité Performance. Également avec moi et dans l'ombre, donc ma collègue Léa Servos, conseillère en développement durable. Donc, ce webinaire est réalisé dans le cadre du programme européen LIFE, dont je vais vous rappeler les objectifs. Donc, les objectifs de ce programme, c'est d'aider les PME des secteurs de l'hôtellerie-restauration, des secteurs de l'agroalimentaire et de la transformation des métaux, à s'engager sur l'efficacité énergétique. Les encourager à suivre la mise en œuvre objective des recommandations issues des visites et audits énergie qui ont été réalisés, et de capitaliser sur le retour d'expérience et les bonnes pratiques des entreprises avancées, contribuer à la montée en compétences des entreprises et des consultants sur l'efficacité énergétique, et de mesurer les effets des actions engagées par les entreprises. Donc, quelques règles de bonne pratique que vous connaissez certainement tous maintenant concernant les webinaires. Donc, les micros des participants restent éteints. Les questions, bien sûr, peuvent être posées via la fonction questions-réponses et nous nous efforcerons d'y répondre à la fin de la présentation. Nous verrons éventuellement à ouvrir les micros également si nécessaire. Vous pourrez revisionner ce webinaire ultérieurement puisqu'il est enregistré. Une petite précision, à la fin du webinaire, on vous invitera à scanner un petit QR code et à répondre au questionnaire de satisfaction. Donc, en introduction, quelques slides pour vous rappeler le contexte et également le rôle de la CCI. Donc, la CCI de l'Ain, c'est d'être aux côtés et au service de ces 38 000 entreprises ressortissantes, des secteurs de l'industrie, commerce ou services, pour les informer, les sensibiliser et les accompagner tout au long de leur développement, de leur création à leur transmission. Le rôle de la CCI, c'est aussi d'informer de manière objective les entreprises et de les mettre en relation avec des experts pour les aider à y voir plus clair. Alors, pour cela, les CCI proposent des offres unifiées qui s'appellent Solutions, pour les accompagner sur ces différentes thématiques, la finance, l'international, accompagner également les entreprises des territoires, le développement commercial, compétitivité, et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le développement durable. Quand on fait un petit focus sur le développement durable, la CCI de l'Ain est engagée depuis plus de 30 ans déjà sur cette thématique, avec différentes missions, une mission dédiée à l'énergie depuis 2006 et également une mission dédiée à l'eau depuis 2023. Le développement durable, c'est également vous proposer et vous mettre à disposition un certain nombre d'accompagnements individuels, gratuits, pour identifier vos besoins. On va retrouver parmi ces accompagnements des pré-diagnostics, des visites énergie, des pré-diagnostics économie circulaire. Donc, ma collègue Léa, elle reste à votre disposition sur tous ces sujets pour venir vous rencontrer dans vos entreprises. Eh bien, je vais maintenant laisser la parole à notre intervenante, que je remercie d'ores et déjà par avance. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Léa. Mais c'est avec grand plaisir que je reviens à la CCI de l'Ain pour parler de mon sujet de prédilection, l'ISO 50001. J'ai été moi-même experte sur ce thème quand j'étais encore salariée à l'AFNOR, désormais à la retraite. Il m'arrive d'animer encore les clubs énergie du groupe AFNOR, il y en a 6, mais aussi, à titre complètement bénévole, de travailler pour l'association française Qualité Performance Aura, groupe sympathique, et d'animer un club énergie, mais alors là plutôt pour des PME. Vous allez voir, on va parler du passage de la sobriété à la performance énergétique. Eh bien, au club AFQP, on fait plutôt de la sobriété, tandis que dans les clubs AFNOR Énergie, ISO 50001, ce sont des entreprises certifiées qui échangent entre elles. Écoute, si tu veux bien, on va avancer, Jérôme.
Ah, c'est... Ok, excuse-moi, je vais gérer moi-même. Est-ce que tu peux, Voilà. voilà. Alors, on s'est dit avec Jérôme qu'il fallait partir sur eh bien, notre retour d'expérience. Quelles sont les raisons qu'ont les entreprises pour partir dans la démarche? Ça peut vous aider à donner un petit coup de boost pour démarrer. Puis bien sûr, derrière, j'aurai plaisir à vous présenter une vision générale de l'ISO 50001, cette norme très très technique. Vous allez voir, le focus technique que je vais faire, il va être plus développé que le focus système. Et puis, comment montrer sa performance, parce que c'est ça l'objectif de la norme, hein. Il faut performer, vous allez voir. Et puis, avec Jérôme, on a un petit peu mélangé nos apports, comment bien démarrer en ISO 50001. Il y a des retours d'expérience, il y a des supports, et puis surtout, Jérôme, les aides financières. On a la chance d'être dans un pays où il y a des aides financières sur ces thèmes-là, même si on se plaint toujours de ne pas avoir assez, mais il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore. Les raisons de partir. Alors, j'ai voulu partir un petit peu de ce nuage de mots qui est un peu, il y en a deux accolés de nuages de mots. Il y a le premier mot, le premier nuage, pardonnez-moi, de la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, eh bien, c'est mettre en place les premières consignes et les premières mesures qui visent à travailler sur, regardez nuage de mots, l'électricité, mes factures, réduire mes factures, être un peu plus performant sur mes forfaits, et puis à travailler sur mes usages énergétiques. Auparavant, j'aurais regardé mes consommations en fuel, mes consommations en gaz, mes consommations en électricité, et je réfléchirais à supprimer certaines énergies, comme celle du fuel, et à penser à aller vers de la décarbonation. Mais pour le moment, je ne fais qu'y penser. Et je vais travailler sur mes usages, les usages de mon énergie, qui sont en fonction de votre métier. L'agroalimentaire, ça va plutôt être je consomme pas mal de froid, hein, j'ai de la clim, j'ai encore certaines cuves à fuel pour alimenter ou pour chauffer certaines fabrications. Dans le monde de l'industrie de la métallurgie, c'est mes consommations en compresseur, mes compresseurs, mon air comprimé, ça va être ma motorisation. Pour travailler sur ces thèmes-là, eh bien, je fais un bilan énergétique qui existe depuis des années dans nos pays européens, hein, qui s'appelle le bilan énergétique ou encore audit énergétique, qui devient obligatoire. Hein, on va voir tout à l'heure les aspects réglementaires. Et qu'est-ce que c'est? Et je vais faire de la sobriété, pardonnez-moi, en faisant de l'efficacité énergétique. Je vais agir sur des points techniques. Et qu'est-ce que c'est que cette performance énergétique alors? Eh bien, c'est ce qui est demandé en plus dans l'ISO 50001. Je dois faire de la sobriété, je dois faire de l'efficacité, mais je dois performer, développer la culture économie d'énergie, mettre en place des indicateurs. Travailler mon bilan, c'est développer ma revue énergétique, qui est au centre du petit nuage de mots de la partie inférieure de votre slide. Je dois définir, parce que je suis dans un système de management, mes objectifs, mes cibles et un plan d'action. Et pour cela, je dois communiquer et sensibiliser. Et je dois désigner une équipe énergie avec un responsable énergie. Vous voyez, sur la partie droite, je dois travailler sur mon efficacité énergétique. Et pour cela, il y a quand même quelque chose de très important à mettre en œuvre, c'est de la mesure pour gérer mon énergie. Alors, pas à tous les niveaux, vous allez voir, il y a des endroits où il faut aller, on va le voir. Je vais travailler sur mes usages et je vais travailler sur mes usages mes consommations les plus fortes, donc les usages qui consomment le plus. En fonction des métiers, ils sont différents. Par exemple, là, ici, on retrouve un exemple qui est propre à l'air comprimé. Donc, je vais aller vers ma performance énergétique. Lorsque c'est appliqué à l'air comprimé, eh bien, je vais travailler sur les rendements de la centrale pour obtenir des meilleurs ratios consommation énergétique par normomètre cube. Et il faut se poser la question, est-ce que l'air comprimé est bien le meilleur vecteur énergétique? Ça demande le taux de fuite est l'indicateur le plus courant qui est utilisé. Hein. Et puis, je dois travailler sur le temps de fonctionnement de mon équipement. Hein. Mon usage peut-il être arrêté ou réduit à cette période? Je dois travailler sur le talon énergétique, c'est-à-dire ma consommation au moment où je n'ai pas besoin d'énergie. Voilà. Et puis, bien sûr, tout ça se compare à ce que je fais dans la vie quotidienne et je vous laisserai regarder de près, lorsque vous serez au calme, après la présentation, eh bien, la comparaison avec le véhicule automobile. Dans les années, il y a encore peu de temps, hein, 2022, la France, le gouvernement français
a poussé les entreprises à déployer un plan de sobriété. Ce n'était pas trop demandé du point de vue réglementaire, mais c'était demandé comme étant une campagne de motivation. Et il y avait au moins 4 raisons de s'intéresser au SME qu'ont découvert les entreprises. D'abord, j'ai mis en place ma sobriété. Ma sobriété, c'est grosso modo, j'arrive à économiser 10% de ma facture sur une moyenne faite de mes 3 dernières années. Je vais passer donc de la sobriété à déployer mon efficacité et je vais passer à la performance énergétique. Ça, c'est la raison 1. Je vais faire ça en réduisant ma consommation, mais surtout, et c'est là que les aides financières vont vous aider, je vais moderniser mon outil de production, des petits équipements, puis des gros, en utilisant les aides financières qui se déploient sur le territoire de la France. Et raison 3, eh bien aussi, c'est la raison qui va bien nous motiver en 2025, 26, 27. Il y a de nouvelles réglementations. Je vous fais un focus dessus. Les aides, attention, les aides financières sont disponibles avant. Je vous dirai, les aides financières qui fonctionneront encore en 2026 et en 2027. Et puis, la dernière raison, eh bien, tout ça me permet d'aller et de construire ma feuille de route de décarbonation. Et là, il y a des aides financières. On va rentrer dans le détail de ce que c'est que cette décarbonation aussi dans les slides qui suivent. D'abord, nous venons juste de transposer par le biais d'une loi diverses dispositions de l'Union européenne, le 30 avril 2025, l'obligation d'audit énergétique ou d'ISO 50001 sur la base de consommation. Je l'ai mis dans cette présentation un petit peu, comment dirais-je, synthétique. Et je vous propose de lire ensemble la partie orangée. Obligation de certification ISO 50001 pour toutes les entreprises qui ont une consommation énergétique moyenne sur une base des 3 dernières années de supérieure à 23,6 gigawattheures. On va dire que c'est des gros consommateurs. Ce n'est pas les très gros, parce que ceux-là ont déjà mis en place ISO 50001, mais c'est déjà des familles d'entreprises qui étaient soumises qu'à audit énergétique obligatoire jusqu'à présent et qui sont concernées. Donc faites vos comptes. Et lorsque vous aurez quitté cette présentation, faites vos comptes, comptez vos consommations de gaz, d'électricité, de carburant, transférez ça en water. Vous risquez d'arriver, de vous rapprocher de cette valeur. Si ça vous rapproche de cette valeur, attention, vous êtes soumis à certification ISO 50001 obligatoire dans 2 ans, c'est-à-dire au 1er octobre 2027. Je vous ai mis le lien pour aller trouver le texte. Ça doit être vers le milieu du texte parce que comme c'est une transposition, il y a des tas de pages de texte. Et puis si vous êtes un consommateur moindre, attention, vous aussi, vous avez une obligation. Vous avez obligation d'audit énergétique tous les 4 ans selon une méthode renforcée par rapport aux dernières années pour les entreprises dont la consommation énergétique annuelle moyenne est supérieure, et c'est là que les chiffres sont quand même assez bas, à 2,75 gigawattheures sur une moyenne des 3 dernières années. Sur la base d'une moyenne des 3 dernières années, parce que c'est bien une consommation annuelle. Là, vous êtes exempté de la certif ISO 50001. Vous êtes exempté aussi si vous déployez un contrat de performance énergétique avec un professionnel, qui est assez peu fréquent en France dans ces consommations-là. 2,75 gigawattheures. Eh bien, écoutez, moi, c'est mon gros boulot en ce moment. Je reçois plein de coups de fil. Regardez, moi, je suis dans l'agroalimentaire. Chacun de mes sites fait 2,7, fait 3 gigawattheures, 4 gigawattheures. Je suis dans la métallurgie. Eh bien, écoutez, je fais 4 gigawattheures. Eh bien, oui, vous êtes soumis à audit énergétique. Et attention, c'est bientôt. Il faut avoir fait votre premier audit énergétique selon la nouvelle formule, plus sévère que la précédente, je le redis, pour le 1er octobre 2026. Le texte est le même que le précédent, c'est tout inscrit dedans. De toute façon, j'adresserai à mon camarade le détail de ces textes. Il fait plusieurs slides et puis il pourra vous le communiquer si vous cherchez plus d'informations. Je vais un tout petit peu plus loin et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ces actions de décarbonation vues un petit peu de façon un peu synthétique. Regardez la présentation de gauche. On a vu que en route vers l'ISO 50001 ou en route vers la décarbonation, je vais d'abord améliorer ma sobriété, mon efficacité énergétique. Mais je vais aussi regarder mes intrants de matière, mes recettes de fabrication,
Et sans faire vraiment de l'économie circulaire, mais en tout cas, je vais vers l'économie circulaire, je vais regarder si mes intrants d'énergie, mes intrants de produits semi-finis, ne sont pas forts consommateurs. Dans quelques petites secondes, je vais vous donner l'exemple d'un fabricant de caramel que j'apprécie énormément, qui est sur notre territoire, qui est basé à Feurs, dans la Loire. Donc là, vous n'aurez pas de mal à le retrouver, hein, qui, après avoir travaillé il y a quelques années sur sa sobriété, sur son efficacité énergétique, en accord avec ses clients, a travaillé sur ses recettes de fabrication et a joué aussi la réduction de consommation d'énergie en travaillant sur les températures, sur les produits semi-finis, les matières entrantes, etc. La décarbonation, c'est aussi la substitution des énergies carbonées. Et c'est même la définition même de la décarbonation, si vous regardez dans Wikipédia, vous donnera cette définition. Substitution des énergies carbonées par des énergies moins carbonées. Hein. Alors évidemment, on passe progressivement aux énergies décarbonées. Et là, la France, aujourd'hui, elle a une politique qui encourage les énergies renouvelables et l'électrification. Ce n'est pas le cas de tous les pays, hein, de nos pays voisins, mais énergie renouvelable, électrification, c'est la politique de notre pays. Évidemment, là, aujourd'hui, vous allez trouver, et c'est pour cette raison que le programme LIFE vous encourage, avec des présentations sur les panneaux photovoltaïques. Vous aurez aussi des présentations, je suppose, sur la récupération d'énergie. Il y a pas mal d'aides sur la récup d'énergie, j'insiste là-dessus. Il y a bien sûr la récupération d'énergie à grande échelle de l'ensemble de votre établissement. Et là, ça va être une aide ADEME dans notre pays. Mais surtout, l'Association technique environnement-énergie qui propose des C2E va vous proposer plusieurs familles de C2E en fonction de vos procédés de fabrication. Pensez-y, revenez vers la T2E ou vers Jérôme. Hein, il y a 5 C2E qui sont sortis et qui sont fort intéressants. C'est-à-dire qu'on va aller plutôt travailler la récupération d'énergie à la base. Et puis après, comme on va continuer à augmenter la température dans l'ensemble des ateliers, eh bien, on ira chercher la récupération d'énergie sur l'ensemble de l'établissement. Il y a un sujet qui est moins développé dans notre pays, contrairement aux pays voisins, mais qui commence à se développer notamment dans l'agroalimentaire, le captage, le stockage de l'énergie, pas que du CO2, le captage, le stockage et la valorisation des émissions résiduelles de CO2. Alors j'illustre mon propos par rapport à l'énergie. Un des membres des clubs experts énergie, qui est basé largement dans le sud de la région parisienne, est le fournisseur numéro 1 de McDonald's et il stocke leur énergie. Ils génèrent de l'énergie glacée, évidemment, hein, on les congèle, les steaks hachés que vous allez glisser à l'intérieur de votre... que vous trouvez, pardon, glisser à l'intérieur de votre McDonald's, eh bien, on va récupérer cette énergie froide et cette énergie, on va la stocker dans des batteries enterrées. Ce sont des procédés qu'on ne connaît pas assez dans notre pays, mais qui arrivent depuis déjà 2 ans sur notre territoire. Voilà. Alors, de là à passer à l'ISO 50001, l'ISO 50001, c'est qu'une méthode pour avancer. Hein. Cette ISO 50001, pour ceux qui l'ont utilisée, eh bien, c'est une norme qui vous permet d'améliorer votre bouquet énergétique. C'est une approche, voilà, par le PDCA, Plan do Check Act, c'est-à-dire l'amélioration continue, hein, et puis qui est adapté au couplage. Je travaille sur l'énergie et je travaille sur le bas carbone, tout est lié. Hein, qui apporte des outils de pilotage, de com, de sensibilisation, et puis qui vous demande, ça c'est clair, hein, elle vous demande des éléments de mesure et d'analyse, hein, qui est logique. Cette ISO 50001 que j'apprécie moi personnellement, parce qu'elle est très technique, vous allez voir, je vais vous le dire dans quelques secondes, je pense. Vision générale de l'ISO 50001. Voici hein, la présentation hein, de cette norme qui est, comme je vous l'ai dit, très technique et qui a des annexes, qui sont des annexes, des recommandations qui tournent depuis 2018. Comme il y a eu le Covid, elle a plutôt été opérationnelle pratiquement dans les entreprises en 2020, donc elle tourne très très bien. Une version précédente existait, mais elle était moins connue. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir la déployer dans pas mal d'entreprises, notamment dans des opérations collectives avec la CCI de l'Inde. On a eu la chance de former non seulement des consultants, mais des entreprises. C'est un vrai bonheur. Je l'ai déployé en Bourgogne-Franche-Comté aussi. Je le déploie encore actuellement sur la forme avec la CCI Bourgogne-Franche-Comté sous la forme d'un SME par étape. C'est-à-dire pour des entreprises qui sont dans la famille, je ne suis pas obligée d'être ISO 50001, mais je suis obligée d'avoir un audit énergétique. Eh bien, j'utilise la méthode SME par étape, qui est bien sympathique aussi.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce SME? Alors, en France, on est autorisé à utiliser le terme système de management de l'énergie, petit t, ou les Britanniques, enfin ceux qui parlent la langue anglaise, le SMEN, hein, énergie. Alors, il y a une définition. Cela permet de vous emmener à l'amélioration continue de votre performance énergétique et elle vous oblige à travailler sur l'efficacité, elle vous oblige à travailler sur vos usages énergétiques et votre consommation énergétique, et en permanence, et tous ensemble, surtout en allant, hein, quand on est lancé dans la démarche. Il faut mettre en place une politique, on est bien dans un système de management traditionnel, une politique énergétique, et il faut déployer un leadership, c'est-à-dire qu'on doit donner envie, le chef d'entreprise doit être quand même le leader. Là, les auditeurs sont un peu exigeants sur ces sujets. On doit respecter les obligations légales, françaises et européennes, et autres, hein, auxquelles l'organisme doit se conformer. Et puis alors surtout, ne vous mettez pas en tête qu'il y a des critères obligatoires. Ce ne sont pas des normes de moyens, hein, les normes ISO. C'est vous qui définissez vos critères, les objectifs vers lesquels vous tendez, hein, de performance. Il y a quand même quelque chose que vous devez faire, c'est la démonstration que votre performance énergétique est atteinte. Alors, il y a un lexique, hein, dans ces normes ISO toujours. Je me permets de revenir dessus. Le périmètre et le domaine d'application, eh ben, n'allez pas comparer avec les ISO 9000 et 14001, pour vous qui avez peut-être l'habitude de ça. En fait, le périmètre, c'était grosso modo mes activités, le DA, c'est mes activités professionnelles, hein. Et grosso modo, mon périmètre, eh ben, c'est mon adresse. D'une façon générale, c'est à peu près ça. Il y a obligation d'avoir une team énergie. Ça, vous ne la retrouvez pas dans les normes 9, 14. Si vous pratiquez l'ISO 22000, il y a cette notion. Eh bien, on s'en est inspiré. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a souvent, c'est souvent une dame, Madame Qualité, qui va intégrer l'ISO 50001 au système de management ISO 9000, ISO 14001. Et il y a Monsieur Maintenance, qui est celui qui va s'occuper des 70% d'activités techniques de l'ISO 50001. Je reviens dessus. On vous demande de travailler sur un tableau à la Prévert, qui est le tableau d'amélioration des potentiels d'économie d'énergie. À partir de là, il y a une hiérarchisation et vous faites votre plan d'action. Attention, hein, le tableau des potentiels, ce n'est pas votre plan d'action. C'est tout le tableau de tout ce que vous pourriez faire si vous aviez la chance d'avoir le budget que vous donne ou ne vous donne pas le comité de direction. Le plan d'action est derrière. Vous allez bosser sur vos usages énergétiques et surtout sur les plus consommateurs ou ceux sur lesquels il y a un potentiel d'amélioration fort, une opportunité de faire quelque chose, avec une aide financière notamment derrière, hein, qui existe, et les UES, les usages énergétiques significatifs. Vous allez bosser sur vos FIP, vos facteurs influents, les facteurs qui influent sur vos consommations. Ça va être la température, ça va être la pression, ça dépend bien sûr de vos usages. Vous allez définir des indicateurs. Parce que sinon, comment pouvez-vous apporter la preuve que vous performez? Donc, des indicateurs en fonction de vos usages. Même, vous allez pouvoir proposer des indicateurs dans vos objectifs. Ça, n'est pas obligation, mais vous pouvez être amené à le faire. On va vous demander de définir une consommation de référence ou situation de référence. Par exemple, en France, la situation de référence qu'utilise l'État français pour notre démarche de transition énergétique tourne autour des éléments chiffrés qui datent de 2012. On se compare par rapport à 2012. Il est bien possible que dans les perspectives de 2030 et 2050, on soit amené à moderniser, hein, cette vision de la situation de référence. Comme vous-même, vous pouvez être amené à changer votre situation de référence dans le temps. Et puis surtout, il y a un point sur lequel j'insiste toujours. Un plan de comptage est nécessaire. Ne vous contentez pas de vos comptages d'origine, hein, votre comptage à l'entrée de tête de votre électricité. Non, il faut mettre en place un plan de comptage, au moins sur vos UES. Plan de comptage ou plan de mesurage? Le vrai terme, c'est plan de mesurage. On ne va pas jouer sur les mots, n'est-ce pas? Votre ISO 50001, pour lequel je me permets, ça c'est pas une vision à non, c'est ma vision à moi, qui est 70% technique, c'est-à-dire entre les mains de monsieur maintenance ou de madame maintenance, mais je n'ai pas vu beaucoup de dames, hein, beaucoup de messieurs, et 30% système. Il doit être, n'utilisez pas des termes comme efficient, hein, ça ne s'applique pas. Il doit être pertinent, adéquat, efficace. C'est très opérationnel, c'est très technique. Et puis, vous devez apporter votre performance énergétique. Alors, ben, je vous le montre, je vous montre les chapitres, hein. Les parties en rouge sont des parties plutôt 30% système. La partie du chapitre 5, qui s'appelle Leadership, on le voit bien, vous demande une politique énergétique
Et puis des engagements de leadership de la part de votre direction. Le management intermédiaire ne doit pas être oublié. Ça, c'est nouveau. Attention, on peut se prendre une non-conformité. Et puis, il y a le fameux 5-3. Qui fait quoi? On appelle ça de façon compliquée, rôle, responsabilité, autorité. Mais c'est un tableau de qui fait quoi dans l'entreprise pour donner envie de faire des économies d'énergie. Bien sûr, il y a la team énergie, mais c'est bien aussi d'avoir des ambassadeurs et des référents. C'est même fortement recommandé. Donc, je ne l'ai pas mis en rouge parce que, bien sûr, c'est issu du système de management, mais ça reste très opérationnel, voyez-vous. Tout ce qui est en bleu va être très, très technique. Ça va être cette fameux chapitre planification, qui est un copier-coller à partir des chapitres 6.2 à 6.6 de notre fameux revue, c'est la revue énergétique, de notre fameux bilan énergétique. Et si vous avez la chance d'avoir eu un audit énergétique fait par un professionnel ou par vous-même, mais bien détaillé, bien fait, vous allez avoir plaisir à mettre en place votre tableau des potentiels, vos objectifs, vos cibles, vos indicateurs, etc. Vous voyez le chapitre 6.6 qui vous oblige à planifier de la collecte des données. Et bien ça, c'est un petit coup de pouce à faire de la mesure. Et d'ailleurs, vous la retrouvez, la suite de ce CIP6, regardez dans le 9.1, qui fait partie, la surveillance, la mesure, l'analyse et l'évaluation de la conformité réglementaire, mais aussi du système. Eh bien, si vous avez un plan de mesure, eh bien, vous serez bien au carré sur les chapitres de surveillance et mesure. Attention, il y a un peu d'étalonnage. Et après, je reviens sur le chapitre 7, qui est lié aux fonctions support. Eh bien oui, le chapitre 7, il est important parce que vous allez devoir travailler en faisant de la sensibilisation, de la com, les éco-gestes, mais aussi des consignes. Et puis, aujourd'hui, on ne vous demande plus de manuel, vous devez avoir des informations documentées. Ceci dit, je ne vous cache pas que quand une entreprise a créé un manuel et qu'elle l'a simplifié, son manuel d'origine, eh bien, c'est pas plus mal. Et ça, c'est que mon avis personnel. Le chapitre 8, eh bien, il touche la maintenance. C'est pour cette raison que c'est bien que monsieur maintenant soit nommé monsieur énergie. Vous voyez, toute la partie bleue, c'est pour lui. Pour ce monsieur ou cette dame, pardon, je parle au masculin, n'y voyez pas du tout de discrimination de ma part. Mais je n'ai pas encore vu une dame qui occupe ce poste. J'espère qu'un jour, ça va venir. Cette réalisation des activités opérationnelles, eh ben, c'est la gestion, la maîtrise opérationnelle surtout. Et oui, il faut changer les consignes, il faut travailler sur l'affichage, il faut travailler sur les réglages. Et il y a 2 petits chapitres assez sympas qui vous obligent à faire un peu d'innovation. Vous voyez, conception, à mon sens, c'est une erreur de traduction. Mettez à côté de conception, mettez comment j'innove, l'innovation. Comment j'innove? En changeant le matériel, en le déployant, et puisque j'ai changé ce moteur, pourquoi je ne changerai pas les moteurs à venir? Vous voyez, en déployant dans le temps. Et achats, eh bien, sans être des achats, comment dirais-je, des achats des achats renouvelables, c'est une tentative de cette norme, eh bien, de vous faire réfléchir sur des achats avec des bons cahiers des charges. Sinon, cette norme, si vous continuez la lecture de la partie rouge, eh bien, c'est la petite sœur de l'ISO 14001 sur l'audit interne, la revue de management, la gestion des non-conformités, le principe d'amélioration continue. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la chance d'être ISO 14001, pas la chance ou le malheur, parce que ça donne du travail, eh bien, de tricoter ce pullover ensemble dans un système intégré. Je vais aller un petit peu plus loin pour ne pas passer du temps trop dessus. Je fais un petit focus sur l'approche des exigences système et un focus plus important sur l'approche technique. J'ai peut-être appuyé sur une touche qu'il ne fallait pas. Non, je vais avancer. Tu peux peut-être avancer pour moi, Jérôme. Merci beaucoup. Voilà. Dans cette petite slide, en fait, on vous dit ce que l'approche système fait pour vous. Merci. Il y a un socle commun qui date déjà de 2015 pour les autres normes, qui a commencé à s'appliquer en 2018 pour cette norme-là, qui est le socle commun, fortement inspiré de l'ISO 26000, et où on vous demande de travailler, d'anticiper, notamment pour réfléchir sur pourquoi je me lance dans la démarche. On vous pousse à faire du leadership. Ça, c'est pas toujours respecté. Souvent, dans les clubs, je fais travailler les membres des clubs sur ces sujets parce que ça reste trop à la portée de monsieur énergie, de madame qualité. Et le patron, il oublie de donner des petits coups de pouce. Attention, parce qu'on se fait avoir dans les audits.
Il faut travailler. Alors, le manuel, vous voyez, il n'est pas exigé. Pour moi, il est utile. Maintenant, vous faites bien comme vous voulez. On vous demande, et ça, c'est une approche qualité qui est restée. Va-t-elle rester? Va-t-elle se maintenir dans le temps, dans les futures versions? Je ne saurais pas vous le dire. On vous demande de travailler sur une approche sur les risques et opportunités. Et plus vous aurez bossé sur le contexte, le premier chapitre, le chapitre 4, et plus vous serez à l'aise avec cette notion-là. En général, ça ne pose pas trop de problèmes et c'est quelque chose que prend en main le ou la responsable qualité. Et puis, la performance énergétique qui doit être mesurée et démontrée. Ça, c'est un petit point délicat. Ah, je vais un peu trop loin. Je fais un focus sur le chapitre 4 qui démarre, qui est de démarrage. On vous demande d'identifier le contexte de votre entreprise. Déterminer les enjeux externes et internes. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas propre à cette norme. Vous avez normalement des tableaux qui sont faits pour l'ISO 9000, pour l'ISO 14001. Vous pouvez rajouter quelques lignes concernant les enjeux externes et internes propres à l'énergie. Donc les évolutions des marchés, de l'énergie bien sûr. Les conditions climatiques, les sources d'énergie, le changement climatique, la décarbonation en Europe. Vous voyez, vous avez des idées qui sont d'ailleurs suggérées dans les annexes de la norme. On va vous demander aussi de travailler sur les pipes. Alors, je ne pense pas du tout aux pipes que l'on fume, mais les parties intéressées pertinentes. Les parties intéressées pertinentes et leurs attentes. Il y en a moins de parties intéressées qu'en 14001. Ça va être surtout les salariés, les sous-traitants, si vous utilisez des sous-traitants, les collaborateurs qui sont tous liés aux usages de l'énergie, un peu les pouvoirs publics, mais pas tellement, les financeurs, les clients peu. Vous voyez, on reste quand même dans l'enceinte de l'entreprise avec l'ISO 50001. En ce qui concerne le leadership, la direction doit apporter la preuve qu'elle est un leader, un guide engagé. Et donc, il y a 4 points qui seront vérifiés. Les 2 premiers, vous n'aurez pas de mal à le faire. D'abord, une politique énergétique, avec des objectifs, des cibles. Ça, en général, tout est OK. Vous désignez une équipe, c'est une exigence de la norme bien écrite, bien définie. Vous définissez votre équipe. De toute façon, vous ne partez jamais sans votre équipe. Et puis, il y a 2 choses qu'on a oubliées. Et les entreprises, souvent, ont pris des non-conformités ou des remarques fortes sur ces sujets. La direction doit apporter la preuve qu'elle donne l'impulsion pour que le personnel contribue au SME. Il y a plein d'idées pour déployer ça. Bien sûr, la sensibilisation, des réunions d'information. Mais bon, ça mérite d'être approfondi. Et puis, surtout, n'oubliez pas le management intermédiaire. Parce que c'est facile de ne rien faire et de laisser passer le responsable énergie ou Madame Qualité pendant les audits internes. Et puis de ne rien faire lorsqu'on est manager intermédiaire. Eh bien là, le manager intermédiaire doit faire la preuve qu'il a des actions dans son domaine et qu'il les suit et qu'il est boosté à la fois par la direction sur ce sujet et en même temps qu'il joue ce rôle qui lui est demandé dans son ISO 50001. Je me permets de vous rappeler que c'est aussi une exigence dans les normes ISO 14001 et il me semble aussi 9001. Je suis moins compétente dans le domaine. Cette exigence-là, ce n'est pas une exigence d'ailleurs, c'est une recommandation. D'ailleurs, vous voyez, A5.1, A comme les annexes. Donc, c'est bien des annexes. La direction a la responsabilité globale de la satisfaction des exigences de l'ISO 50001. Même si elle délègue certaines de ses responsabilités, elle doit répondre globalement des résultats. Et là, on vous checklist des idées à déployer. La responsabilisation, donc c'est souvent que c'est ce qui est déployé. La motivation, les motivations organisationnelles, les motivations concrètes, quelquefois par le biais des primes. La reconnaissance, bien sûr la formation et la participation. Donc pensez à ça, pensez à cette petite annexe qui vous donne, il y a plein de petites annexes comme ça qui vous donnent des astuces. Elles sont bien faites les normes maintenant. Je termine avec l'approche des exigences techniques et je vous ai déjà donné une petite idée dans la présentation générale, mais je vais aller plus loin. Les spécificités de cette ISO 50001 technique qui sont faciles pour monsieur maintenant lorsqu'il a surtout eu la chance d'être formé. Et notamment, on va le voir, il y a la chance de pouvoir faire le suivi pro-RFEI, la formation pro-RFEI qui est très aidée en France. On va bosser sur la revue énergétique qui est l'outil traditionnel des énergéticiens et de monsieur ou madame maintenance. Je bosse sur la base de mes consommations mesurées, donc de mettre en place un plan de mesure. Il y a des C2E, un C2E particulier qui aide sur le plan de mesure, qui est toujours valable et bien intéressant. Je travaillerai sur mes UES, bien sûr, qui sont liés bien sûr, à mes parties prenantes, mais je vais bosser sur mes consommations les plus fortes.
Je vais ainsi pouvoir évaluer et améliorer mes performances. Je bosse sur mes facteurs qui influent sur mes consommations. Et je mets en place un plan d'action qui est issu du tableau des potentiels, de tous les potentiels auxquels je rêverais, pour lesquels j'aimerais avoir des chiffrages et de l'argent qui tombe, mais je n'ai pas droit à tout, n'est-ce pas? Et je déploie ma revue énergétique, qui n'est rien d'autre, je me permets de le répéter, que la fameuse audit énergétique. Dans les commissions de l'ISO, les énergéticiens étaient très présents. Je me suis permis de déployer de façon très simplifiée les 7 étapes de la revue énergétique. Enfin, en tout cas, de la revue et de mes exigences de base. Je dois avoir mon domaine d'application, c'est-à-dire mon métier qui est défini, mon périmètre, c'est-à-dire grosso modo mon adresse, comment je m'engage, ma politique, et qui est l'équipe, le trio, le duo, éventuellement le quatuor, qui se partage la responsabilité, ou Monsieur Énergie peut avoir la responsabilité. Je déploie ma revue énergétique. Je définis ma consommation de référence ou mes situations de référence. Je bosse sur mes facteurs influents et mes indicateurs. Je définis mes objectifs et mes cibles. Et je formalise mon plan d'action derrière le tableau des potentiels d'économie d'énergie, le tableau d'amélioration des consommations énergétiques. Moi, je rajoute toujours l'étape 8, parce que sinon, elle est oubliée. Je n'oublie pas de former ou de sensibiliser ou de communiquer. Et je n'oublie pas la maintenance sur ces sujets-là avec mes salariés. Et là, j'avance sur mon SMA. Voilà. Je vous ai mis la définition de la situation énergétique de référence. Vous irez la retrouver, je vous l'ai glissé, c'est un extrait de la norme. Et comment va-t-on démontrer sa performance énergétique? C'est pas facile, ça. Pourtant, donc je reprends l'exigence. Nous sommes dans le principe d'amélioration continue et dans le chapitre 10.2, l'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation, ça veut dire bien adapté, et efficacité de mon SMA. Elle va démontrer son amélioration continue, l'amélioration continue de sa performance. Eh bien, l'AFNOR a souhaité, dans une fiche AFNOR qui est à lire, qui est en ligne, et je voulais résumer ici, définir ce que c'est que cette performance énergétique que j'ai appelée PE, parce que je n'avais pas trop de place, ne m'en veuillez pas, PE, performance énergétique. On va les checklister, on va les reprendre. Si vous me suivez bien, il y a une logique. Il y a une performance énergétique, c'est une amélioration de mon indicateur par rapport à ma situation de référence. On est bien d'accord? C'est logique, c'est simple. Si bien sûr j'ai une amélioration de cet indicateur par rapport aux objectifs que je me suis définis. Bon. Mais je peux aussi arriver à prouver que j'ai une amélioration de ma performance, il y a une stabilisation de mes indicateurs par rapport aux objectifs et que cette stabilisation se maintient. Je pars d'une situation un peu négative, un peu dégradée. Et puis, je peux améliorer ma performance énergétique, même si j'ai une augmentation de ma consommation énergétique liée à un surplus d'activité. Je peux améliorer, là aussi, je peux. L'auditeur n'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement sévère, je peux lui expliquer ça. Et puis, je peux avoir aussi, et ça, on joue dessus lorsqu'on modernise ces équipements, eh bien, je peux apporter la preuve que parce que j'ai amélioré mes équipements sur mes usages, eh bien, même pour une consommation équivalente ou même augmentée, eh bien, je peux améliorer ma performance. Ça fonctionne bien aussi. Et puis, regardez, je l'ai souligné volontairement, lorsque je déploie mon plan de mesure, eh bien, j'apporte la preuve que je vais améliorer la fiabilité de mes données parce que je consolide la mesure de ma performance. Vous voyez, il y a quand même des points sympathiques. Je ne suis pas quand même obligée d'améliorer mes indicateurs à tous les coups. Vous voyez, il y a des solutions. Et puis, dans la partie droite, c'est les aspects plus difficiles à obtenir. Lorsqu'il y a une absence d'amélioration de la performance énergétique, quels sont les cas? Eh bien, logique, si ma performance se dégrade sur certains indicateurs et s'améliore sur d'autres, eh bien là, je vais devoir expliquer à l'auditeur quelle est la volonté de la direction, quelle est sa stratégie, son contexte, quels sont les moyens mis en place. Là, je me raccroche aux branches, je justifie, et je dois apporter des justifications de la non-atteinte de la performance. Les auditeurs sont des gens qui sont formés, qui sont suivis par leur organisme différent de certification. Ils ont des animations, des sensibilisations, et ils ont une capacité d'écoute, n'est-ce pas? Si, par contre, il y a absence d'amélioration de la performance énergétique, si vraiment
la justification de non-atteinte de cette performance, elle n'est pas apportée, elle n'est pas pertinente, voilà, eh bien, l'équipe d'audit, l'équipe des auditeurs, pourra formaliser une non-conformité majeure. Attention, c'est important d'atteindre la performance ou de prouver qu'on est sur la route pour l'atteindre, hein. Bien sûr, ça vaut aussi pour les systèmes de management qui malheureusement existent, qui sont dans l'incapacité de fournir des données permettant de statuer sur la performance, hein. Les systèmes de management pour lesquels il n'y a pas de plan de mesure, au bout d'un moment, eh bien, on voit bien que l'entreprise n'avancera pas. C'est malheureux, mais le système existe depuis déjà longtemps, donc il faut évoluer. J'espère que je suis toujours dans les temps, Jérôme, n'est-ce pas? Ça va, tu me fais coucou, hein, pour me dire, hein. Ça va. Ah, on attaque le dernier chapitre. Comment bien démarrer sur l'ISO 50001? Alors là, on vous a fait avec Jérôme un mix de retours d'expérience, d'essais de lecture, n'est-ce pas, Jérôme? On suit ça depuis déjà un moment. Je vous ai mis ça qui rappelle un petit peu ce que c'est que la revue énergétique, hein? Comment on en arrive avec le plan de comptage à mettre en place cette revue énergétique grosso modo en 3 étapes. Ici, je vous ai mis comment. Moi, j'encourage toujours les entreprises à créer un logo. Il y en a plein sur Internet. Vous pouvez très bien vous approprier un logo. Ça, c'est une boîte sympathique qui est basée en Franche-Comté, qui n'est pas une grosse boîte, hein. Elle appartient au groupe Leroy-Semer, mais ils ne sont pas hyper nombreux. Ils ont développé ce logo parce qu'évidemment, il faut être parlant, hein. Il faut donner envie aux équipes pour faire de la sensibilisation, hein. Il y a de l'affichage. Et là, la team énergie, alors bien sûr, il y a un responsable, hein, c'est François. François vient juste de prendre sa retraite d'ailleurs. Il est fort en ISO 50001 maintenant, François. Et autour de lui, eh ben, chacun a un rôle, hein. Il a su bien gérer cette team. Alors, comme monsieur François, il est responsable de la maintenance et maintenant de la HSE, eh bien, je peux vous dire qu'il sait travailler en équipe. Donc, vous voyez bien qu'il y a des responsables comme Pierre et comme Michel, qui sont des responsables qui sont des agents de maîtrise, hein, de services techniques. Il y a l'équipe de la maintenance, il y a les mêmes bien représentés. Il y a le responsable d'établissement, hein, qui est là pour présenter son leadership et son engagement. Et il y a eu même l'agent HSE qui joue un rôle et qui joue un rôle par rapport au système. Alors, je vous ai mis ce que c'était que le tableau, ce que j'appelle moi le tableau des potentiels d'économie d'énergie, qui apparaît, qui est écrit dans la norme, hein, sous le tableau, la hiérarchisation de l'amélioration des performances. Et je vous ai mis un extrait d'une opération SMA que j'ai fait ici, en Aura, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? C'est un tableau à la Prévert de tous les chantiers possibles, hein. Même si votre direction, même si vous rêvez, surtout parce que le retour sur investissement, il porte sur 15 ou 20 ans, donc là, la direction ne choisira pas ce choix, qui étudie toutes les possibilités d'amélioration. Il est technique et financier, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation derrière, hein. Il inclut les retours sur investissement, et à la droite duquel, il y aura vos critères de hiérarchisation. Et c'est issu de ces critères de hiérarchisation que vous aurez positionné, eh bien, qu'il va y avoir votre plan d'action à 3 ans. Alors, je vous ai mis quelque chose qui vient d'une entreprise, un petit coucou à une entreprise qu'on aime bien, hein, qui est basée dans la vallée d'Oyonnax, hein, qui a bien réussi sa démarche ISO 50, qui faisait partie de tes équipes d'opération Optim Énergie. J'ai beaucoup aimé ces règles cardinales pour l'énergie. Ils avaient aussi un petit livret que les personnes avaient dans leur poche, hein. On n'a pas tout mis, mais bon, si vous cherchez des infos, tournez-vous vers Jérôme. Je suppose que tu as gardé tout ça. En tout cas, moi, je l'ai gardé en base de données, hein, si tu en as besoin. Vous avez tout, hein. Donc, économiser l'éclairage et les consignes, hein. Adapter le chauffage et la clim, signaler les fuites, vous voyez qu'ils bossent sur l'air comprimé, hein, c'est un US important, et arrêter les équipements inutiles. On travaille sur le talent énergétique. C'était pour les premières actions. Il faut bien démarrer, n'est-ce pas? Et puis, l'ADEME a énormément bossé sur les bonnes pratiques en ISO 50001, avec des tas de fiches qui viennent de ces opérations collectives. Et puis, les bonnes pratiques en ISO 50001 définissent 18 actions mises en œuvre sur les sites industriels en France, qui correspondent aux différents chapitres clés de l'ISO 50001. Hein. Donc, toutes les bonnes pratiques d'ISO, 18 fiches témoignages. Allez chercher sur le site de l'ADEME, regardez, il y a même des replays qui sont restés, hein. On a fait ces retours d'expérience. Ces retours d'expérience, c'est ma camarade de l'AFNOR, Madame Moutet, qui a appelé toutes ces entreprises avec lesquelles on a bossé dans les programmes Optim Énergie,
mais aussi Perf, mais aussi d'autres dans toute la France. Et il y a eu ces 18 actions mises en œuvre, des fiches à lire avec le nom des personnes qui ont été félicitées. Et vous voyez, j'ai laissé l'applaudissement. Il y a 8 actions qui émanent des clubs Énergie Nord et CCI Aura et BFC, j'aurais dû mettre Aura aussi, excusez-moi, qui ont aidé à la création de ce document. J'ai checklisté comment réduire le talon énergétique, des fiches sur l'analyse des données, hiérarchiser les risques, vous voyez. Donc là, vous avez tout ça en ligne. Et si vous avez difficulté à en trouver, eh ben, je vous redonnerai le lien pour y arriver. C'est sur les fiches de l'ADEME, les bonnes pratiques ISO 50001. Ça a été fait assez récemment, ce n'est pas des choses anciennes. Et je vous assure que c'est riche d'informations. Quelque chose de plus ancien, par contre, c'est quelque chose qui vient des opérations collectives directes, donc des fiches qui sont toujours sur les sites de l'ADEME, qui viennent à la fois de l'AFNOR et de l'ADEME. Regardez, il y a des fiches qui existent venant de l'ADEME. Et puis, une étude internationale sur les pratiques de management de l'ISO 50001 que le service de l'AFNOR, AFNOR Énergie, publie et met à jour tous les 2 ans. Elle a dû être faite en 2024. Et puis, qu'est-ce que c'est que le management de l'énergie? 10 questions. Alors, bien sûr, les sources, c'est tous ces documents qui sont en ligne. De nombreux extraits de sensibilisation effectués en région Aura et avec les CCI Aura. Je vous ai mis les liens des derniers ouvrages en date sur le site de l'ADEME, de l'AFNOR. Et puis, il existe un ouvrage, je ne sais pas si apparaît la photo de mon camarade, voilà. Un ouvrage, voici les possibilités de l'acquérir, parce que là, vous devrez l'acheter, je crois qu'il coûte 25 €. Je vous encourage à le lire. Voilà. C'est un livre simple et pratique qu'a écrit mon camarade Laurent Arnoux, avec lequel j'ai fait de nombreuses missions en France et en Afrique du Nord, en tout cas en langue française. Et je vous assure que ça vaut le coup de le parcourir et les 10 clés de la réussite. Qu'est-ce qu'on a donc mis derrière? On a mis les lieux d'échange. Ces lieux d'échange, eh bien, si vous êtes dans la région, il y a plein de lieux. Si vous êtes dans votre région, renseignez-vous. Il y a des clubs. Alors, on va aller dans le sens croissant. Pour ceux qui sont certifiés, il y a en France 6 clubs que j'anime, que j'ai le plaisir d'animer avec mes camarades. AFNOR, ISO 50001. Il vaut mieux être certifié. Il vaut mieux être en route, vraiment pas loin de l'être. Et il y a dans ce club depuis peu un membre qui est ressortissant de la CCI, qu'on apprécie beaucoup, et d'autres. Voilà, il y a une dizaine de membres. Il n'est pas très gros notre club. En Bourgogne-Franche-Comté, on a 2 clubs, dont un de 30 personnes autour des sous-traitants pour Peugeot. Et puis, puisque j'interviens au titre de la FQP aujourd'hui, eh bien, j'anime ce club de démarrage pour, je suis à la fin de la présentation, ma langue grippe un peu, les PME, le club énergie AFQP Aura. Si vous êtes, la FQP est présente sur tout le territoire français, Association française qualité-performance. Renseignez-vous si vous êtes loin de chez nous. Et puis, vous avez mon camarade, et là, je te rends la parole. Tu as des réunions, Allez, je te donne la parole, dis-moi un peu. Disons depuis quelques années, on organise régulièrement, on en fait 1 ou 2 dans l'année, ensemble, sur l'ISO, entre autres, l'ISO 50001, mais bien d'autres, toutes ces réunions. Ça anticipe un peu ce que j'allais dire, mais vous pouvez les retrouver sur notre page agenda de notre site internet à jour. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à aller consulter ce site pour avoir les futures réunions. Voilà, il va y en avoir avec des visites aussi. On va également organiser une visite d'entreprise engagée dans la décarbonation déjà depuis pas mal d'années. On va visiter aussi des sites, notamment autour du bâtiment durable. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter notre page agenda. Et ces réunions sont gratuites. Et bien sûr, elles sont gratuites pour l'ensemble de nos entreprises. Ce qui est gratuit aussi, c'est quelque chose que je suis en train de déployer en tant que AT2E, en m'appuyant sur mes camarades autour de moi, parce que moi, je ne sais pas travailler toute seule. Et on doit en reparler tous les deux avec Jérôme. C'est le déploiement d'une communauté des référents énergie. Ces référents énergie, c'est souvent ces messieurs, agents de maîtrise, qui sont un peu oubliés et qui ont fait la formation Pro RFEI. Tu vas peut-être en dire un mot, je crois, de Pro RFEI. On l'abordera tout à l'heure. Et donc, on est en train d'essayer de les rassembler dans une communauté avec des réunions en visio pour rappeler un peu les règles et surtout pour les aider à avancer. Je crois que j'ai fini ma présentation, Jérôme. Il me semble que c'est le dernier slide.
Et nous attaquons les aides financières. Alors effectivement, on va aborder les aides financières. Peut-être qu'on prendra un temps d'échange juste après, peut-être en Avec plaisir. question en réponse. Plaisir. On en a longuement parlé. Donc Paul en a évoqué que effectivement il y avait beaucoup de choses qui existaient au niveau de l'accompagnement des entreprises sur leur décarbonation. Alors ces aides aujourd'hui s'articulent, on va dire principalement, mais pas que, mais on va surtout faire un focus aujourd'hui du programme Pacte Industrie. Oui. Ce Pacte Industrie, c'est parcours, accompagnement et compétences pour la transition énergétique de l'industrie, financé, on va dire principalement par l'ADEME, mais en partenariat aussi de la T2E, donc la T2E, l'Association technique énergie-environnement. Et financé par les obligés. Voilà. C'est le principe français de la loi, voilà. issu de la loi FOP. Derrière, voilà, on va retrouver notamment les certificats d'économie d'énergie, les C2E. C2E, etc. Donc, Pacte Industrie, ça permet aux entreprises de financer un certain nombre d'études énergétiques. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. L'idée, c'est que voilà, c'est d'en parler et puis de revenir après. Vous reviendrez vers nous pour échanger. Parce que chaque cas d'entreprise peut être différent d'un autre. Voilà, chaque profil d'entreprise est différent. Donc, ça permet aux entreprises de financer, vous le voyez, un certain nombre d'actions, d'études, on appelle d'audit énergie, de revue énergétique, de financer donc des états des lieux. On en a parlé de former de financer de la formation. Donc de la formation, on parle beaucoup de formation des référents énergie, ProRéféi. Je vous invite à consulter le site, je vous mettrai le lien juste après, parce qu'il y a un certain nombre de formations délocalisées dans certains des territoires. Peut-être que vous en avez à proximité de chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous raccrocher à ces formations. Sachant qu'elles sont très aidées. Très aidées. Très aidées, pris à hauteur de 70 ou 80%. 80% suivant la taille de votre entreprise. Donc, des aides effectivement à des études de faisabilité et des aides à l'investissement. Alors, spécifiquement sur les investissements, je vous ai mis ici, il y a différents programmes, notamment dans le cadre, vous avez tous entendu parler de France 2030. Il y a beaucoup d'appels à projets dans cet appel à projet France 2030. On va retrouver également des financements via les C2E, les certificats d'économie d'énergie, à travers également le fonds chaleur, à travers aussi le contrat de chaleur renouvelable pour vous aider à financer vos actions en matière donc, de mise en œuvre, par exemple, de chaudières, par exemple biomasse, de vous raccorder à des réseaux de chaleur, de mettre en place du solaire thermique, voilà, etc. Et également, j'allais dire pas le dernier, mais enfin le dernier qui a été remis à jour, c'est Décarb Flash, notamment en 2025, qui va couvrir, on va dire, jusqu'en 2027. Tant qu'il y a du budget, voilà, vous pouvez déposer des dossiers. Et moi, je vais faire spécifiquement un petit focus sur cet appel à projet, Décarb Flash 2025. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des choses qui, avant, n'étaient pas compliquées d'être financées, notamment toute l'efficacité énergétique autour du bâtiment industriel. Ça permet de financer les travaux d'isolation de bâtiments industriels. Chose qu'aujourd'hui, à travers les certificats d'économie d'énergie, avec que la partie, on va dire, tertiaire, la partie bureau était financée pour isoler. Alors, il y a quelques, on va dire, pas contraintes, mais il y a quand même un audit à faire de moins de 4 ans. Bien sûr. Il y a éventuellement aussi soit des études d'opportunité à travers notamment Pacte Industrie. Il faut également que le temps de retour des investissements soit supérieur à 36 mois. Et il faut que l'investissement soit compris entre 100 000 et 3 millions d'euros. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai, quand on a des bâtiments à réisoler, je fais un focus sur l'isolation, mais dès qu'on a des bâtiments isolés, ça va très très vite, notamment en matière de toiture, de rénovation de toiture. Mais il n'y a pas que l'isolation, hein. Il y a également la mise en œuvre de récupération de chaleur. Oui. Je sais que c'est aidé aussi par les C2E, beaucoup. Et c'est à la source, tandis que là, c'est global. Et là, voilà. Donc, je vous ai mis le tableau que vous retrouvez également sur le cahier des charges, sur le site dédié. Concernant donc les différents sites, là, je vous ai mis quelques liens utiles.
voilà, on va retrouver Pacte d'Industrie, la formation ProRFI, j'ai volontairement pas parlé de Pro SMN parce que je crois qu'on est dans les. Ah, c'est la fin. C'est C'est clairement la fin. Pro SMEN, c'est un chèque. Lorsque vous êtes certifié ISO 50001, une très belle invention, dans des conditions particulières, mais ça s'applique à beaucoup, beaucoup d'entreprises et beaucoup en ont bénéficié. Vous recevez un chèque de 40 000 euros. Ça a pas mal aidé les entreprises, notamment à financer leur système de mesurage, quand ce n'était pas aidé. Et là, eh bien, le délai maximum, c'est 1er octobre 2025. Après, on ne peut plus aider, puisque en France, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette réglementation qui s'applique. Donc, c'est vraiment les derniers délais. Et je ne suis pas du tout sûre que, je m'avance peut-être de le dire, mais ma direction d'AT2E m'a dit récemment, pour SMEN, il faut faire attention à pas trop le promouvoir parce que c'est les derniers centimes, quoi, voilà. Hein. Donc, allez sur le site quand même. Et puis surtout, nous, on vous conseille, comme Pacte Industrie et Pro RFEI, si vous êtes technicien, si vous êtes dans agent de maîtrise, que vous êtes dans la maintenance, formez-vous Pro RFEI. C'est super. On a plein de professionnels dans la région qui sont bien compétents sur le sujet. Et ça crée derrière des compétences, des personnes qui avancent dans leur programme de sobriété plus vers la décarbonation. Je sais qu'il y avait des formations, notamment prochainement sur le bassin d'Oyonnax, je sais qu'il y en a eu aussi sur le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Oui. Voilà, donc c'est vraiment à proximité des entreprises. Ah, oui. Alors, peut-être un petit temps d'échange, hein, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les formuler via le questionnaire. Est-ce qu'il y a eu quelques questions des chats? Non. De toute façon, vous aurez cette présentation, vous aurez le replay. Voilà, donc moi, voilà, vous avez les contacts aussi locaux au niveau de la Cécile-Lin, avec notamment des portes d'entrée, ma collègue Léa, moi-même, et puis bien sûr Bertrand Guézal, le directeur du service développement des entreprises. Vous avez les adresses mail. Revenez vers moi, vous avez aussi les coordonnées enfin, je pourrais aussi. Je ne sais pas si je t'ai donné mes coordonnées. Pas de coordonnées. Vous n'avez pas eu l'idée de les mettre. Non. Et de toute façon, voilà, revenez vers moi et puis moi je pourrais les communiquer sans aucun problème. Pour avancer dans votre projet. Voilà. Et sans trop d'erreurs. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, de remercier aussi Paul. Avec plaisir, voyons. De son C'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir de parler de ces sujets passionnants. Toujours avec des mots, toujours avec la façon de démystifier un petit peu les choses. Derrière, un peu l'ISO 50001, voilà, ça permet de rassurer peut-être les gens. Voilà, j'ai parlé de nos prochains rendez-vous. Voilà, je vous invite à aller sur notre site internet, voilà, sur la page agenda événements. Vous allez retrouver ce qui peut arriver prochainement. Le fameux QR code pour le questionnaire de satisfaction, je vous invite à le scanner. Je vais vous laisser quelques secondes pour prendre vos téléphones et puis scanner un petit peu ce QR code. Donc, en tout cas, concernant les prochaines réunions, je pense qu'on préparera quelque chose, peut-être soit sur le second semestre, voire peut-être le début d'année 2026. En tout cas, dans nos prochaines actualités, on va deux visites de sites qui vont être organisées prochainement, l'une le 10 juillet dans les locaux de l'entreprise Mesa Safety, Mesa Galet, voilà, une entreprise qui fabrique des casques pour les pompiers, pour l'armée, etc., qui va nous ouvrir ses portes et va nous montrer un peu tout ce qu'elle a pu faire en matière de décarbonation. Et puis, plus sur le second semestre, une entreprise de la plasturgie qui va également nous ouvrir ses portes et nous parler aussi de tout ce qu'elle a pu mettre en œuvre sur son bâtiment industriel neuf, qui vient de sortir de terre. Et du coup, ce sera, je pense, des visites qui seront très, très intéressantes quand on veut prendre des retours d'expérience. Voilà. En tout cas, je vous remercie donc encore une fois pour votre attention. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, à bientôt.